Salut les geekettes et salut les geeks, bienvenue dans un 100% particulièrement addictif aujourd'hui, puisqu'après avoir chassé le dragon dans Crimson Dragon, qui est un rail shooter, Money Shot reviendra sur Tempête de boulettes géante 2, et que dans la Minute du Geek, on parlera des origines du Monopoly. Voilà, c'est pour ça qu'exceptionnellement aujourd'hui, ce 100% est tourné dans un mobil-home au milieu du désert, et sponsorisé par un tristement célèbre cartel mexicain. Les news, quant à elles, vous sont proposées par la Drug Enforcement Administration, histoire de couvrir nos arrières. Euphoria est un RTS relaxant sorti en premier lieu en 2009 avant de bourgeonner sur de nombreuses plateformes. Vous êtes une plante et au fur et à mesure de votre croissance, vous allez relâcher des spores, graines et autres pétales pour essaimer les planètes voisines et coloniser un maximum de systèmes. Inspiré clairement par l'art japonais, l'ambiance est zen, tranquille. Le 18 décembre sort sur PS Vita une version HD du jeu d'Omnisystems. L'interface a été remaniée pour cette version PSN. Elle exploitera les fonctions tactiles de la console de Sony et la version iOS devrait bénéficier également des améliorations apportées à cette version Vita. Starbound est un jeu d'action-exploration dans un univers bac à sable. Le jeu développé par Chucklefish et qui vient d'entrer en bêta ne sera pas sans rappeler plusieurs traits de Terraria. Vous devrez explorer des planètes générées procéduralement, construire un abri où dormir, puiser des ressources pour construire des objets, de l'équipement. Vous aurez à survivre en conditions extrêmes, à vous aventurer dans des donjons pour aller à la chasse au loot aléatoire et autres joyeusetés du genre. Plus de 100 matériaux à trouver pour créer plus de 1000 objets. Encore une fois, un contenu qui semble massif à première vue, avec des aspects coopératifs et compétitifs en multi. La seule limite en nombre de joueurs sera celle que le serveur arrivera à gérer, rien de bien précis donc. Le titre est désormais en accès anticipé sur Steam depuis le 4 décembre, sur Windows, Mac et Linux. Le développeur n'exclut pas de porter son titre sur PS4 un peu plus tard. What's up everybody? How's it going? 今宵お届けするのは Best Hit Persona Sound. Here we go! Dans la lignée des jeux de l'univers Persona, Atlus annonce cette fois un rhythm game, Persona 4 Dancing All Night. L'éditeur collabore pour ce titre avec Dingo, studio connu pour avoir participé à Hatsune Miku Project Diva. Il sera possible de retrouver les protagonistes de Persona 4, Narukami Yu, Kujigawa Rise, parfaite dans son rôle d'idol ici, et de nouveaux personnages comme Kanami. Il faudra combattre encore une fois les Shadows sur une piste de danse en pleine nuit, la Mayonaka Stage, sur une trentaine de morceaux, dont certains tirés de la bande-son des anciens Persona. Parmi les compositeurs, on notera la participation du célèbre Komuro Tetsuya aux musiques. Le jeu est prévu sur Vita durant l'automne 2014. PlayStation Vita で送る本気の P Sound Action Persona 4 Dancing All Night 2014年秋 on sale. Don't miss it, baby. À présent que nous voici bien informés par les news, nous allons pouvoir nous pencher sur le cas Crimson Dragon. Alors, les plus anciens d'entre vous vont se dire « déjà vu ». Et effectivement, ça fait quand même beaucoup penser à Panzer Dragon, hein, auquel je jouais quand j'étais petit, sur Saturn, chez Lulu, Lucien Laurent, à qui je fais des gros bisous d'ailleurs. Hein. Mais comme la plupart d'entre vous ne le connaissent pas et que la suave litanie du récit de ma vie si insipide induit en vous une douce ébriété, je vais lancer la critique tout de suite de Crimson Dragon, avec un mégaphone. I've never seen anything like that white dragon before. Command's gonna want samples. Follow it. À la base, Crimson Dragon est un projet Xbox 360 et ça se sent. C'est également un jeu initialement pensé pour le Kinect et ça se sent aussi. Enfin, Crimson Dragon a connu une longue période de développement et fut repoussé à de maintes reprises. Oui, vous l'aurez compris, ça se sent tout autant. Pourtant, ce shooter sur rail répond clairement à une attente des fans, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une suite spirituelle à Panzer Dragoon, développée par Sega et la team Andromeda.
Pour rappel, cette série est apparue pour la première fois sur Saturn en 1995 et comprend 4 volets sur console de salon, le dernier en date étant l'excellent Panzer Dragoon Horta, sorti sur Xbox en 2003. Si Sega n'est pas derrière ce Crimson Dragon, le jeu Xbox One a été développé par une partie de l'équipe originelle, en l'occurrence l'ex-directeur des 3 premiers volets, Futatsugi Yukio, épaulé de la compositrice Kobayashi Saori. On chevauche donc toujours un dragon qui suit durant chaque mission un chemin prédéterminé sur lequel le joueur n'a qu'une influence minime. Il peut en règle générale se déplacer dans les limites du cadre de l'écran pour éviter des projectiles ou des obstacles. Et dans de rares situations, comme face à certains boss par exemple, il pourra accélérer, décélérer et se déplacer plus librement pour lui tourner autour et viser ses points faibles. Crimson Dragon est donc un rail shooter, un genre, disons-le tout net, appartenant au passé. Le rail shooter a en effet survécu sous 2 formes ces dernières années. Sous la forme de séquences de jeux courtes mais ultra spectaculaires, insérées la plupart du temps dans un FPS, à bord d'un hélicoptère, d'une Jeep ou d'un hors-bord. Ou sous la forme de shoot'em up 3D à dimension rythmique, comme Child of Eden par exemple. Crimson Dragon a bien tenté d'ouvrir son game system en lui adjoignant une sous-couche RPG, le joueur, comme les différents dragons susceptibles d'être débloqués puis achetés, gagnant en niveau au fil de la partie. Un système de mission permet ainsi de grinder des points d'XP, mais aussi d'abattre des créatures rares et de récupérer divers bonus, comme des compétences susceptibles d'être apprises par les dragons. Il conviendra également d'équiper ces dragons en fonction du type d'ennemi présent dans un niveau donné, certains étant plus ou moins sensibles à tel ou tel élément. On pourra même dépenser des crédits pour se faire accompagner d'un second dragon appartenant à un autre joueur de Crimson Dragon. Malheureusement, si le game system a été enrichi, il souffre de l'intégration maladroite d'un système de micro-paiement. Il n'en reste pas moins responsable d'un déséquilibre global, forçant le joueur à faire et refaire encore les mêmes missions. Jouer une mission a en effet un coût, et après plusieurs échecs, il n'est pas rare d'être bloqué et contraint de refaire les missions plus faciles, histoire d'empocher les crédits nécessaires à sa progression. Déjà agaçant, ce principe hérité des jeux mobiles n'est pas soutenu par le gameplay du jeu, limité et bancal. Les déplacements des dragons sont lourds, les contrôles réagissent avec un petit décalage, et le fait que l'on contrôle indépendamment le dragon et le réticule de visée n'a rien de naturel. Même les tonneaux, pourtant indispensables pour éviter des rafales de projectiles, s'avèrent incroyablement mous et peu agréables à utiliser. Pour ne rien arranger, certains des environnements du jeu, comme la forêt, manquent cruellement de lisibilité, ce qui rend Crimson Dragon à la fois imprécis et frustrant. Les environnements d'ailleurs sont vite redondants puisque le jeu n'en propose que 6 distincts. Le jeu n'est pas beau, surtout pour un titre de lancement Xbox One, et sa direction artistique manque de cohérence, les niveaux alternant entre le joli, le générique et l'illisible. Sans être une catastrophe absolue, Crimson Dragon est une immense déception qui ne fait guère honneur à la série dont il s'inspire. Il est répétitif, mal conçu, mal équilibré, les développeurs ne cessent de patcher leur jeu et de promettre des évolutions positives, et techniquement très décevant. Mais au-delà de son concept vieillissant, c'est la jouabilité de ce Crimson Dragon qui pose problème. On ne s'amuse pas, tout simplement. Mais puisque nous sommes serrés de près par la police et le chronomètre, nous allons regarder sans plus attendre les bandes annonces de Tempête de boulettes géantes 2 et la grande aventure Lego dans Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Pour cette dernière émission de la saison, on va s'animer avec Tempête de boulettes géantes 2 et la grande aventure Lego. Tempête de boulettes géantes, premier du nom sorti en 2009, fut accueilli en France avec une certaine méfiance. Déjà à cause de ce titre un rien farfelu et pas très vendeur, ensuite parce que l'œuvre dont il s'inspire n'est pas du tout connue de ce côté de l'Atlantique. Enfin parce qu'à la vue des bandes annonces, on pensait que le film allait nous vendre de la junk food jusqu'à l'overdose. Et au final, Tempête de boulettes géantes fut une très bonne surprise, grâce à une technique impeccable, à un discours contre la malbouffe et la surconsommation, mais surtout grâce à un humour et un tempo comique ravageur. C'est donc avec un certain bonheur que l'on voit débarquer Tempête de boulettes géantes 2, surtitré L'île des Miam Nemo, qui n'est plus réalisé par Phil Lord et Chris Miller, partis faire mumuse ailleurs. Ce sont donc Cody Cameron et Chris Pern qui prendront la relève. S'ils ne sont pas encore connus, sachez qu'ils ont déjà un bon bagage professionnel dans le domaine de l'animation.
Dans ce nouvel épisode, on suit toujours l'inventeur Flint Lockwood et toute sa bande qui retournent sur l'île Swallow en château qu'ils avaient quitté à la fin du premier film. Pendant leur absence, la machine à fabriquer des aliments a continué à fonctionner et la nourriture sur place a commencé à prendre conscience et à s'animer. Une toute nouvelle faune alimentaire a pris possession de l'île, vivant tranquillement, livrés à eux-mêmes, tels des dinosaures abandonnés à Isla Numblar ou Isla Sorna de Jurassic Park. Mais leur expansion est trop rapide. Flint doit alors retrouver la machine pour l'arrêter avant qu'un désastre démographique ne s'abatte sur le monde. On retrouvera dans cette suite le même cast vocal que pour le premier film, à savoir Bill Hader, Anna Faris, James Caan, Andy Samberg, Terry Crews et Neil Patrick Harris. C'est donc avec une certaine impatience que l'on attend cette île des Miam Nimo qui s'annonce aussi barrée que le premier Tempête de boulettes géantes. On espère que les réalisateurs réussiront à être à la hauteur de leur excellent duo de prédécesseurs, dont on reparlera juste après dans cette émission. L'île des Miam Nimo, Tempête de boulettes géantes 2, sortira le 5 février 2014. Flint? Sam, big news. I'm going back to Swallow Falls to destroy the Flintstoner, which is creating deadly food monsters who are trying to learn to swim so they can attack Lady Liberty! I'm coming. What? Wait! Sam, it's gonna be deadly dangerous with a good chance of death. And that's why we'll need help. When we land at Swallow Falls, our first objective is to get to my lab. I can use my old computer to pinpoint the Flintstoner's location. Once we find it, we'll shut it down. And ho! If we all work together, this should be easy as... Hi! Uh-oh! I can't believe my machine created all of this. It's enough to make a grown man cry. Are those chimpanzees? Butter. Look! Mosquitoes! Birthday! Oh, what's that over there? That's just a tomato. This September. Did you hear something? What is that? Taco Dial Supreme. It's no picnic. Hold on, everyone. Ah, there's a leak in the boat! Saving the world. No. I like them too. Mine. No. Off. Mine. No. Almost there. Wow. That is the biggest strawberry I've ever seen in my life. You scared the jelly out of him. Watermelon fish! This is totally... Bananas! You guys, that wasn't so bad. Yeah, we'll be thankful we didn't run into a cheese spider! Cloudy with a chance of meatballs, too. Chimpanzee, Steve, chimpanzee, Steve, chimpanzee, shove, Steve. On en parlait juste avant, Phil Lord et Chris Miller ont quitté le navire Tempête de boulettes géantes pour voguer vers d'autres horizons. Ils ont un temps quitté l'animation en passant par l'hilarante adaptation de la série 21 Jump Street au cinéma pour y retourner avec la grande aventure Lego. S'inspirant des différents univers des briquettes danoises, la grande aventure Lego suit le personnage de Emmett, qui n'est rien d'autre qu'un type normal, quoique un peu stupide sur les bords. Par erreur, il est pris pour un être exceptionnel, capable de sauver le monde du terrible despote, le Lord Business. Emmett est alors embarqué dans une aventure plus grande que lui, où il devra assembler toutes les pièces de son courage pour être à la hauteur des espoirs qui reposent en lui. Si vous êtes sensible aux meilleures comédies US, certains membres du cast risquent d'attirer votre attention, puisque l'on y trouvera Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Ferrell, Cobie Smulders, Morgan Freeman, Liam Neeson, Nick Offerman, Alison Brie, Charlie Day, Will Arnett, Jonah Hill et Channing Tatum. À la vue des bandes annonces, on est vraiment étonné et séduit par le rendu visuel très réaliste des figurines Lego. Même en sachant que le film est réalisé en images de synthèse, on jurerait que c'est de la stop motion, tant l'éclairage, la profondeur de champ et le travail sur les textures donnent un aspect réaliste aux décors et personnages. Si l'aspect visuel donne envie d'en voir plus, la bande-annonce est suffisamment dynamique et drôle pour réveiller en nous une attente certaine. Connaissant les précédentes œuvres de Phil Lord et Chris Miller, on peut être pratiquement sûr de la qualité finale de leur prochain film. Vivement la sortie de la grande aventure Lego, prévue pour le 19 février 2014.
Hello, I'm Emmett. I'm just gonna come right out. I have no idea what's going on. At all. My fellow master builders, including but not limited to Superman, Wonder Woman, the Mermaid, Green Ninja, 1980-something Space Guy, Michelangelo, and the 2002 NBA All-Stars. We have learned that Lord Business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The special has arisen. I think I got it, but just in case, tell me the whole thing again. I wasn't listening. Everybody, I'm here. Batman? Awesome! Could you make one of these in orange? I only work in black, and sometimes very, very dark gray. Hey, pal, I hate to tell you this, but I don't think you're supposed to be here. Well, I guess I'm gonna have to report you. No, wait up! Pour finir, voici l'extrait faisant office de teaser à Dragon 2, la suite tant attendue de l'un, sinon le meilleur long métrage des studios DreamWorks. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Bud. You want to give this a shot? Toothless. It'll be fine. Ready? La Minute du Geek se propose de revenir sur les origines du Monopoly. Alors bon, je vais vous faire gagner du temps, je vais vous les raconter, moi, les origines du Monopoly. Ça va aller vite, mais ça va être un petit peu condensé. Comme ça, vous pourrez aller vaquer à vos occupations pendant la rubrique. Donc en fait, nous sommes à Atlantic City. Il est 1903. La jeune Elisabeth, une orpheline quaker, a été recueillie par un vieux noble français, exilé à la suite de la révolution de 1789 française. Voilà. Et sur son lit de mort, il lui fait faire une bien étrange promesse. Effectivement, il lui dit « Oh, ma petite fille, je veux que tu deviennes championne du monde d'escrime !» Voilà. Donc en fait, le vieil homme voulait que sa petite pupille devienne championne du monde d'escrime. En fait, la première femme métisse indienne à devenir championne du monde d'escrime. Ce qui en 1903 n'aurait pas été possible, vu que la jeune Elisabeth n'était pas métisse et ne l'est d'ailleurs jamais devenue.
Mais bon, le vieil homme avait quand même un âge bien avancé, et en plus, c'est vrai que la syphilis qui lui déformait les os de la mâchoire rendait son élocution pénible. Donc c'est pour ça que la pauvre Elisabeth a décidé de devenir championne du monde de ski. Alors donc, elle fait ni une ni deux, elle met ses chaussettes, son bonnet, et puis elle part pour les montagnes rocheuses, les Rocky Mountains. Et là, donc, elle s'inscrit dans une école de ski, parce qu'elle n'avait jamais fait. Hein. Et donc, alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. Est-ce que c'était de la prédestination des âmes sœurs? Est-ce que c'était un transfert élève-professeur? Ou alors un ressort scénaristique bien pratique? Toujours est-il qu'elle tombe amoureuse de son professeur. Oui, le jeune Paul, évidemment, puisqu'il était prof de ski. Oui, on dit toujours Paul en ski, alors ça se tient. Donc, il commence à l'entraîner, ça va, elle gagne son premier flocon. Et pendant ce temps-là, les producteurs et les agents de la plus grande championne du monde de ski de l'époque, qui commençait à être un petit peu sur le déclin, décident d'organiser un grand tournoi, un grand concours, un championnat, contre des débutants. Donc, elle s'inscrit forcément, elle s'entraîne avec Paul. Leur relation, toujours, éperdument amoureuse, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et Paul, comme elle est quand même nulle à la base, il a une idée. Il met des petits cartons sur la piste, hop, comme ça, quand elle passe sur un carton, hop, il lui donne une amende. Voilà, c'est des petits mots comme ça représente des petits billets, et à chaque fois, c'est un gage, quelque part, qu'il monnaie ensuite que contre des faveurs sexuelles. Mais bon, ça, c'est une petite histoire. Donc, arrive le jour de la compétition, et là, c'est le drame. Paul est victime d'un tragique accident de tire-fesse. Alors Elisabeth est ravagée, forcément elle loupe complètement sa course, et elle retourne chez elle à Atlantic City, où elle peut enfin enterrer son précepteur. Et elle est ravagée par la dépression, l'alcool, la drogue, bien évidemment. C'est un drame, mais elle n'oublie pas pour autant son bel amour de vacances. Alors elle décide, en souvenir de lui, de recréer un jeu en se souvenant des petits cartons, des petites cases. Et à chaque fois qu'on passera dessus, on jouera ensemble et c'est génial. Et elle a décidé d'appeler ce jeu le jeu du moniteur Paul. Et donc en fait, un des gros bonnets de Saatchi & Saatchi, la célèbre agence de publicité, passant par là, lui dit « Mais non, appelle donc ça le jeu du Monopoly ». Selon l'histoire officielle que l'on peut découvrir sur le site d'Hasbro, le Monopoly a vu le jour en 1935, après qu'il fut breveté conjointement par son inventeur attitré Charles Darrow et l'éditeur de jeux Parker Brothers. Pour autant, cette version de l'histoire ne rend pas justice aux origines de ce jeu, qui, loin d'exalter les valeurs de la propriété et de la concentration des richesses, se voulait au contraire une dénonciation des monopoles terriens. En effet, au tout début des années 1900, une jeune femme du Maryland appelée Elizabeth Maggie avait créé un jeu de plateau qu'elle avait baptisé The Landlord's Game. Il s'agissait pour elle d'un moyen de diffuser la pensée de l'économiste Henry George, qui au XIXe siècle avait popularisé l'idée que personne, à titre individuel, ne pouvait prétendre posséder la terre. Cette dernière devait appartenir à la collectivité. De fait, le plateau dessiné en 1906 était carré, comportait des cases pourvues du nom d'une propriété, d'un prix d'achat et d'une valeur locative. On jouait avec des dés et de faux billets, et l'on faisait avancer ses pions sur le parcours. Ce dernier ne commençait pas par une case départ, mais par la phrase « Le travail de la terre génère des revenus ». Le but du jeu était de pousser ses adversaires à s'endetter et les acculer à la ruine de manière à ce que le super monopoliste soit le seul à s'en sortir. Des fondements étonnamment similaires au Monopoly en somme. Mais il était possible de coopérer entre joueurs, chose qui n'est pas vraiment autorisée dans le Monopoly, et du point de vue pédagogique, il était question de défendre l'idée du partage des terres et des richesses, et non l'inverse. Partagé gratuitement dans le but de véhiculer la pensée georgiste, The Landlord's Game était largement apprécié des initiés socialistes. Il est ainsi passé de main en main, traversant les États d'Amérique et perdant progressivement son message anti-monopolistique. Les joueurs trouvaient finalement bien plus amusant de ruiner tous leurs adversaires plutôt que d'adhérer à la conception georgiste de redistribution des richesses. Dans les années 1920, des étudiants y jouent dans plusieurs universités, dont les prestigieuses Columbia, Harvard et Princeton. Puis, au tout début de la crise de 1929, le jeu arrive à Indianapolis et de là parvient jusqu'à Atlantic City où les frères Jesse et Eugene Rayford se passionnent pour lui. Ils entreprennent alors d'y apporter quelques modifications,
tels que les pions devenant des objets usuels, ou le fait de marquer les prix des propriétés sur les cases, ce qui permettra aux enfants d'assimiler mieux le principe délicat des enchères. Ce sont ces mêmes Rayford qui initieront leur ami Charles Todd au jeu, qui le fera découvrir à son tour à son inventeur présumé, Charles Darrow. Au début des années 1930, ce dernier reproduit donc le graphisme du plateau, la règle du jeu, les noms des rues, et fabrique sa propre version. Sa seule invention sera de revendiquer publiquement sa création. C'est comme ça que Pascaline, elle connaît l'histoire. Bon, pourquoi pas, hein? Mais en même temps, elle a même pas donné l'anecdote. L'anecdote, c'est que quand même, après, les studios hollywoodiens se sont emparés de quelques petits détails qu'ils ont piochés par-ci, par-là, dans cette magnifique histoire, dans ce magnifique conte de fées, pour en faire Rocky, le film sur le boxeur. Mais oui, Paulie, l'entraîneur. Rocky, c'est les Rocky Mountains, c'est des montagnes rocheuses, voilà. Et ça, personne vous le dit, à part moi. Et personne vous fait des bisous, à part moi. De gros bisous. Et de bonnes fêtes de fin d'année, parce qu'on se revoit pas avant l'année prochaine. C'est vrai. Et un joyeux Noël.